suis avec Rémi Kulik de Le Jardin des Merveilles. Pour ceux qui connaissent pas sa chaîne YouTube. Voilà, donc on va démarrer des petites questions que j'ai préparées. Alors première question, imagine tu as un jardinier débutant devant toi qui lance son premier potager et qui a envie que ce soit une belle réussite. Tu ne peux lui donner que 2 conseils pour qu'il ait le plus de chances de réussir. Ce serait quoi ces 2 conseils? Commence par des cultures faciles, des trucs faciles qui poussent bien facilement, qui produisent bien. Et cultive des légumes que tu consommes toi. Et va pas t'éparpiller dans plein de légumes que tu consommes de manière secondaire. Tu es un fan de tomates, tu aimes bien les courgettes, fais de la tomate et de la courgette. C'est des cultures faciles, c'est facile à produire, c'est hyper productif. Tu vois, pour la courgette, alors je connais pas grand monde qui soit vraiment fan de courgettes en vrai, mais c'est le genre de légumes où tu vas facilement en avoir un trop, où non seulement tu vas avoir la fierté de manger tes légumes, et en plus tu vas pouvoir en partager avec les copains, avec les voisins. Donc c'est double fierté, c'est sûr que tu vas réussir, et en plus tu vas réussir dès le début à produire des surplus. Donc voilà, 2 conseils. Okay. Très clair, donc les 2 conseils. Alors deuxième question, quels sont les du coup c'est totalement lié. Quels sont les 3 légumes que tu conseillerais pour un potager hyper simple et productif? 3 légumes. Je pense qu'on en a 2 déjà. Ouais, voilà, ouais. Attends, mais je vais essayer d'en faire d'autres du coup. Radis. Ouais, je vais en faire 3 autres du coup. Je vais oublier là. On les considère aussi. Je me mets une épreuve, on va pas faire les 2 premiers. Mais radis. Radis parce que c'est, tu sais, mais 15 jours après, allez, peut-être 3 semaines après, tu as déjà des productions, donc rapide. Radis parce qu'en plus, tu peux manger la racine, tu peux aussi manger les feuilles, donc tu as plein de choses à faire avec. Salade. Alors ça c'est peut-être un truc perso parce que je suis un gros mangeur de salade et c'est le genre de truc que tu peux mettre à toutes les sauces, à tous les repas, donc voilà. Ouais, toutes les sauces, ouais, dans tous les sens du terme. Et attends, je vais essayer d'en trouver un autre. Un original, tiens. Yacon. Le yacon parce que tu as plein de façons de le consommer, en cru, en cuit, en sucré, en salé. Donc le yacon c'est un truc qui vient du continent américain il me semble. Et chaque plante peut te produire entre 5 allez, jusqu'à 7, 8, voire des fois 10 kilos de production. Donc hyper productif. Là on est sur quelque chose de très original, hyper productif, qu'on peut consommer de plein de façons différentes. Et quand tu vas récolter, tu vas récupérer tes tubercules d'un côté que tu vas consommer. Et tous les bourgeons de la plante, tu vas pouvoir les séparer, les mettre en pot pour les remettre en terre l'année suivante. Donc une plante va te donner Plein de plantes. En étant pas très bon, 5 kg de production, et va te reproduire une dizaine, voire vingtaine de plantes pour l'année suivante. Donc voilà, c'est encore une fois, ça pousse, c'est pas très compliqué à produire, et c'est hyper productif dans le sens où tu as un cycle qui va se mettre en place où tu n'as pas juste une production la première année. Première année, tu as une belle production, tes 15 plantes l'année suivante, ils vont te faire 40 kg de production, et c'est exponentiel, quoi. Ok, je connaissais pas du tout le yacon. Voilà, une découverte en passant. C'est ça. Ok, merci. Alors, 3ème question. 2 autres conseils pour un potager hyper simple et productif, et aussi le plus autonome possible. C'est en lien avec la simplicité du coup. 2 conseils Ouais, 2 autres conseils si t'en as d'autres. Connais ton sol, déjà, premier conseil. Je peux broder un peu autour. Bien sûr. Donc connais ton sol et comprends ton sol. Alors il y a un concept, et du coup je fais un petit coup de pub en passant pour le livre que je viens de sortir, mais après le concept je veux l'élargir, c'est pas que dans le livre qu'on peut trouver, mais le concept de triangle de fertilité. Savoir c'est quoi les 3 points qui font qu'un sol est fertile. Donc bosse sur ta structure de sol. La structure c'est le fait que ton sol soit aéré pour que l'air, l'eau circule bien dans le sol, que ça vive dans ton sol. Favorise la vie du sol donc en parallèle. Donc ce qui va favoriser la vie du sol c'est le couvert végétal, les racines qui vont par ce qu'on appelle les exudats racinaires, les plantes par les racines recrachent un peu du sucre entre guillemets et nourrissent les bactéries du sol qui indirectement, enfin même directement vont renourrir toute la vie du sol et qui va mettre une dynamique en place qui va faire que la matière organique se décompose et produit des matières minérales qui nourrissent les plantes. Donc c'est vraiment un gros cercle vertueux qui se met en place et nourrit ton sol dans le sens met de la matière organique, matière carbonée qui va faire que la vie du sol a de quoi manger. Donc je reprends et j'essaie de simplifier, structure du sol, un sol aéré, vie du sol et matière organique du sol. Si dans ton sol tu as de la matière organique, tu as de la vie et le sol est structuré, aéré, c'est fertile. Si il manque un des 3 points, et c'est là où j'aime bien mettre de l'importance sur ce triangle de fertilité, s'il manque un des 3 points, c'est-à-dire ton sol il est compacté, tu peux avoir de la vie, tu peux avoir de la matière organique, si ton sol est compacté ça ne marchera pas. Si ton sol est riche en matière organique, structuré, mais il n'y a pas de vie, ça ne marchera pas. Si il est vivant, structuré, mais tu n'as pas de matière organique, ça vivra mais ça ne sera pas fertile. Donc vraiment ces 3 points là, c'est le truc qu'il faut comprendre. Donc comprendre ton sol pour qu'il y ait de la fertilité, c'est la base. Et après, j'ai droit qu'à 2. Donc, ouais, je vais en rajouter un parce que le deuxième conseil c'est connaître le végétal, comprendre comment la plante fonctionne, comment la plante se nourrit,
comment elle vit, comment elle fonctionne, comment elle se reproduit, ça te permettra toi de savoir comment la cultiver. Et du coup, il va falloir en connaître un troisième, c'est connaître ton climat. C'est quoi ton contexte, ton sol, ton climat et la plante que tu cultives. Et puis il n'y a rien de plus à connaître, ça marche. Ok. Si je devais en rajouter un quatrième, ça sera la biodiversité, mais bon, j'avais droit qu'à deux, donc je m'arrête là. Ça marche. Biodiversité, mais on retient. Ouais, c'est la base de tout. Ouais. Tu gères les maladies, tu gères les ravageurs, tu gères la résilience. Ouais. Ok. Et quand tu dis donc connaître la plante, c'est des bases, ça demande un petit peu des bases de biologie du coup légères. Bah, ça dépend. Si par biologie tu entends quelque chose de trop scientifique, trop théorique, non, c'est déjà comment fonctionne un végétal, comment il fait sa photosynthèse, comment il se nourrit, comment il va gérer les symbioses qu'il fait au niveau du sol avec les bactéries, avec les champignons, avec tout ça. Après, connaître la plante au niveau de comment elle se reproduit, comment elle est fécondée, est-ce qu'elle est autogame ou allogame, est-ce qu'elle est capable de s'auto-reproduire toute seule et que tu peux récupérer les semences, est-ce que tu es obligé d'avoir plusieurs plantes pour que tu aies une fécondation croisée, enfin, comprendre un peu sa reproduction et comment elle se nourrit, c'est important, à moins que ton but ce soit juste d'acheter tes plantes tous les ans et de les faire pousser, tu n'as pas besoin de savoir comment elles se reproduisent, mais si tu veux être autonome, il va falloir un moment passer par la connaissance de comment elle se reproduit. Ok. Ça marche, très clair. Ok. Alors, quatrième question. Quelles sont les deux erreurs que tu as faites et qui t'ont apporté les meilleures leçons? Alors, première grosse erreur, c'est de découvrir le monde fabuleux de la permaculture et de croire que la permaculture c'était de mélanger les plantes et d'avoir fait des gros mélanges et au final de mettre des salades juste à côté, allez, on va dire 40 cm des courgettes. C'est assez loin, sauf qu'une courgette elle prend 2 mètres d'envergure et que les salades elles sont en dessous. Mettre des concombres, des cornichons pas trop loin, mais c'est des plantes qui courent un petit peu et récolter des beaux concombres, mais en fait non, c'était juste des cornichons qui étaient devenus énormes, qui étaient immangeables. Donc voilà, trop mélanger les plantes, ça marche pas. Trop mélanger et trop éparpiller, ne plus savoir où et quoi, c'est très compliqué pour l'entretien, pour la nutrition, pour les récoltes. Donc voilà, trop mélanger, ça c'est grosse première erreur, mais qui est hyper riche d'apprentissage au final, donc voilà. Alors attends, est-ce que j'en ai une autre qui me vient d'erreur Ouais, mal gérer la nutrition du sol, parce qu'on parle de fertilité, c'est bien que ce soit fertile, apporter quelque chose de nutritif. Je pense qu'en réfléchissant, j'en trouverai d'autres des erreurs, mais cette erreur-là, elle est pas, je sais pas si elle est courante, je sais pas si elle est intéressante, mais c'est celle qui me vient. De comprendre que mettre du compost, mettre du fumier, c'est hyper nutritif. C'est génial, ça marche. Ok, deuxième année, enfin en tout cas année suivante, quand j'ai compris ça, j'ai fait des couches de fumier, compost, fumier, ou je sais plus dans quel ordre, mais beaucoup, en me disant ça va être hyper riche, hyper nutritif, hyper productif. Les premiers mois c'était beau, hein. Alors, on a eu des courges avec des feuilles énormes, des hippomées avec des feuilles de 40 cm de large, j'ai jamais vu ça, un feuillage très très vert, tout ça. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, cette année on va avoir des légumes incroyables. Ben, on n'a quasiment pas eu de légumes parce que juste trop nutritif, trop fertile, trop d'azote. Et les plantes ont fait que du feuillage. Et on n'a quasiment pas eu de fruits derrière. Mais c'est ce qui m'a permis de comprendre avec du recul comment marche la fertilité. Et c'est pas parce que tu as compris un truc qu'il faut en mettre trop en fait. C'est juste, ok, tu as compris la fertilité, mais c'est pas parce que tu l'as compris qu'en en mettant plus, ça sera toujours mieux. Il y a un moment où ça sera trop. Et c'est à partir de là que j'ai compris que tout est notion d'équilibre en fait. Une astuce secrète qui te facilite la vie au potager? Une astuce secrète? Alors secrète dans quel sens? Un truc que je veux garder pour moi, ça j'ai pas forcément. Que mon truc c'est vraiment le partage. Et si c'est un truc que je peux conseiller, mais les gens qui veulent pas partager, t'as beau leur conseiller de partager, ils le feront pas, mais partager, c'est pas parce que t'as compris un truc que tu dois le garder pour toi pour faire ton business avec, donc non. Après, j'ai une astuce qui est secrète dans le sens où j'ose pas le partager parce que c'est mal vu en fait. C'est mal vu, c'est mal accepté, on a encore des blocages par rapport à ça. Utiliser nos propres déjections, donc nos excréments, les toilettes sèches, il y a tout un truc à faire avec ça, que c'est pas forcément de ça que j'ai envie de parler, mais l'urine c'est un engrais qui est génial et on a des gros blocages par rapport à ça. Tu vois, moi j'en parle un peu dans mes vidéos, ça m'arrive de le glisser dans mes vidéos, je fais pas des vidéos sur ça, mais chaque fois que je parle de ça, j'ai des commentaires du genre mais arrête de nous parler pipi caca dans tes vidéos, nous on veut du concret, du professionnel quoi. Mais en vrai on est je sais pas combien de milliards, ben si je sais, on a dépassé les 8 milliards sur la planète, la quantité de déjections qu'on produit, on prive la nature de ça. La nature fonctionne comme ça, les déjections de certains animaux sont utilisées par d'autres pour se nourrir et la fertilité fonctionne comme ça. Et l'animal qui est le plus présent sur la planète, qui a le plus d'impact sur la planète, il prive l'écosystème de ses propres déjections et c'est vraiment dommage, il y a vraiment un manque à gagner sur ça. Donc
travailler sur ça. Le conseil que je pourrais donner, c'est ça, essayer de travailler sur les excréments. Vraiment, c'est un truc à part, c'est pas de ça que je veux parler. Mais l'urine, ouais, c'est complexe, il y a des risques de parasites, les douves du foie et compagnie qu'on avait à l'époque moyenâgeuse, on n'a plus ça parce qu'on fait attention. Mais l'urine, c'est stérile, à moins que tu aies une infection urinaire, ton urine est stérile, donc il n'y a pas de risque d'infection. Par contre, je ne connais pas un humain qui n'urine pas, tous les humains urinent, on produit je ne sais pas combien de litres. La production qu'un humain produit pourrait nourrir en azote et en d'autres minéraux, je sais plus c'est quoi, entre 200 et 400 mètres carrés de jardin à l'année. Donc c'est génial comme truc. Et non seulement c'est génial, on l'a produit, mais surtout si on ne la met pas au jardin, qu'est-ce qu'on en fait? Non seulement en l'utilisant, on pourrait fertiliser nos jardins, mais surtout on priverait, entre guillemets, les stations d'épuration. Et les stations d'épuration, enfin, c'est des drames des fois écologiques. Quand tu as des bordes, tu as des gros problèmes par rapport à ça. Donc on sauverait certains systèmes, et en plus on fertiliserait nos jardins. Donc, En plus, on économiserait de l'eau, du coup, chaque chasse qui est pas tirée, alors là c'est encore autre chose. Parce que l'urine on la met dans les toilettes sèches et du coup on n'a pas le problème d'eau. Mais si en plus vous utilisez des toilettes à eau potable, faire ses besoins dans de l'eau sur laquelle on a gaspillé, du coup, enfin dépassé, mais on a dépassé de l'énergie pour la rendre potable et on fait nos besoins dedans. Enfin, ça il y a une image là qui me vient sur les réseaux sociaux, une image qui tournait, c'est deux petits noirs, parce que l'Afrique est un peu le symbole de ce manque d'eau, deux petits noirs qui se disent, je sais plus de quoi ils parlent d'eau potable, et que là-bas ils en manquent, nous ici on en a beaucoup, et ils disent, mais tu sais que là-bas ils en ont tellement qu'ils font leurs besoins dedans, alors que nous on en manque, quoi. Enfin, je sais plus ce que c'était la phrase, mais ça me fait vraiment résonner ça, on traite de l'eau, on dépense de l'énergie pour traiter de l'eau, et on y chie dedans, quoi. Enfin, arrêtez ça, vraiment. C'est vrai que sous cette vue-là, ça pose question. Sixième question, le succès dont tu es le plus fier? Là aujourd'hui mon livre. On peut parler de ce livre. Mais non, en vrai, non. Là aujourd'hui mon livre, j'en suis fier de manière très personnelle. Alors c'est le guide Terre Vivante du Jardin Forêt, édité donc par Terre Vivante. Mais j'ai envie de dire autre chose, parce que là c'est une fierté vraiment personnelle, mais ça pourrait être lié à ça. Les trucs dont je suis fier, c'est quand quelqu'un vient me dire grâce à toi. Alors on me dit rarement grâce à toi, on me dit grâce à tes vidéos et à celles des autres qui font des vidéos sur cette thématique-là. Grâce à ces vidéos, aujourd'hui je suis installé, installé professionnellement, ou aujourd'hui j'ai mon jardin, aujourd'hui je produis ma nourriture. Tu as débloqué quelque chose, tu m'as aidé à être mieux dans ma vie, et ça c'est une fierté qui est énorme. Super. De me dire que tout ce que je fais, tout ce que je produis, ça sert à d'autres, et ça sert pas juste à moi, et ça c'est ça. Okay. Tu me partages ta meilleure anecdote? Oh. Si t'en as une, hein, sinon tu peux dire Joker. Du coup, on va rester sur ce thème-là. Des personnes qui sont venues étudier chez moi, apprendre le jardin et voir qu'est-ce que ça pourrait être comme possibilité. Et cette personne qui est venue en me disant, moi j'ai un projet de changer de vie. En fait, moi je vis à la ville. Alors elle était trésorière, secrétaire pour une grosse entreprise. Et elle me disait, moi, à moyen long terme, j'ai envie de sortir de ça, de changer de vie, de m'installer en agricole, avoir un terrain, enfin, voilà, mon rêve, quoi. Mais c'est du projet à moyen, voire plutôt long terme. Elle a passé une semaine chez moi à faire un stage de permaculture, de jardin et tout ça. Et à la fin de la formation, elle est rentrée chez elle. Une semaine après, elle m'a envoyé un mail en disant, je viens d'envoyer ma lettre de démission. Et l'anecdote continue. 6 mois après, des photos on a trouvé le terrain, je viens d'acheter un cheval à ma fille, et on a un projet agricole, et voilà, des gens qui sont passés par chez moi et qui avaient des projets à moyen long terme, et qui en fait se disent, mais pourquoi attendre pour être heureux, quoi. On peut faire plein de choses, faut juste, et n'ayez pas peur de sauter du nid, comme l'oiseau qui a besoin de sauter du nid pour apprendre à voler. J'imagine pas ce qu'il a dans la tête, l'oiseau, avant de sauter, en se disant, j'ai jamais volé, et là si je saute, si je m'écrase en bas, je suis mort. Donc là il faut que ça y aille, quoi. Mais l'oiseau il saute. Je connais aucun oiseau adulte qui soit encore dans le nid, quoi. Donc ayez pas peur de faire. Et du coup là, c'est plus une anecdote, mais c'est un conseil. Il y a beaucoup de gens qui ont peur d'essayer, qui ont peur de rater, et qui n'osent pas essayer parce qu'ils ont peur de rater. Non, n'ayez pas peur, allez-y, sautez, quoi. C'est en ratant qu'on apprend aussi, hein. Complètement, c'est un peu l'expression, moi chaque fois que je le dis, c'est n'ayez pas peur de vous planter, c'est en plantant que ça peut pousser, c'est en plantant que ça peut germer. Donc
N'ayez pas peur de vous planter, parce que c'est quoi le risque en final? J'en parlais encore avec quelqu'un juste avant sur le salon, là, moi j'ai peur de quitter mon travail. Alors attends, tu vis en ville, t'es pas heureuse en ville. Enfin, c'était une fille, mais mon garçon, t'es pas heureux en ville. Tu pas bien dans ton travail. De quoi t'as peur? Parce que, ok, ton travail te rapporte de l'argent, t'as besoin de ça pour payer ton loyer, t'as toute une situation, mais tu crois que tu vas quitter ton travail, que tu vas te retrouver à la rue? Non, ça arrivera pas. Tu n'auras que du bonheur à essayer, donc n'ayez pas peur, allez-y quoi. Ok, trop bien. Et pour cette dernière question, du coup, bon, on en a déjà un petit peu parlé, mais si tu veux faire référence à ton nouveau livre, du coup, sur le jardin-forêt, comment ça peut aider les personnes qui veulent se lancer dans la création d'un jardin-forêt Comment le livre peut aider? C'est ça? Par exemple. Alors, j'ai mis tout ce que j'avais dans ma tête dans ce livre, c'est 288 pages, mais parce qu'il a été tassé, parce que j'aurais écrit plus si la maison d'édition m'avait autorisé. Mais dans le bouquin, j'ai essayé vraiment de décortiquer le concept de jardin-forêt. Donc on parle de sol, de microbiologie, de la vie des sols, tout ce que je parlais, le triangle de fertilité, tout ça. On parle botanique, on parle de plantes, on parle de reconnaissance de plantes, pourquoi pas aussi de cueillette de plantes sauvages, j'en parle un petit peu. Comment les plantes se reproduisent, comment nous on peut les reproduire, comment on peut les sélectionner pour les améliorer, comment on peut les cultiver, comment on comprend les successions écologiques, les différentes histoires de strates en jardin-forêt. Donc je vais vraiment au fond de la définition de tous ces petits concepts séparément. Et ensuite, il y a toute une partie sur le design. Comment toi, tu réfléchis à ton projet, c'est quoi ton objectif, c'est quoi tes limites, qu'est-ce que vraiment tu veux faire. Et ensuite, une fois que tu as ton terrain, comment tu le mets en place, dans quel ordre, tu mets en place toutes les chronologies de plantation. Et donc, à partir de là, on va recombiner tous les petits concepts qu'on a vus au début séparément. On va commencer à faire des connexions. Et normalement, si tu arrives à le bout du livre, je dirais pas que le jardin-forêt a plus de secret pour toi, mais en tout cas, tu as toutes les clés en main pour y aller et pas avoir peur de te planter. Mais tu vas te planter quand même, tu vas apprendre, mais en tout cas, il y a tout pour te mettre à l'aise avec le concept. Et ensuite, à la fin, tu as des annexes, tu as une quarantaine de pages d'annexes, des listes de plantes, des outils pour connaître ton sol, des références d'autres bouquins. Enfin, pour moi, il est vraiment la notion de guide du jardin-forêt est claire, c'est un guide pour tout comprendre, pour pouvoir le mettre en place. Je pense qu'il y aura une nouvelle édition bientôt où j'essaierai de le faire encore plus complet, mais là, à ce jour, je vois vraiment pas ce que j'aurais pu y mettre de plus, quoi. Okay, super, donc ceux qui veulent se lancer dans le jardin-forêt, n'hésitez pas à aller voir le livre de Rémi, qui est du coup ton premier livre aussi. Et ouais, complètement. Okay, c'est aussi un premier pas. Ouais, c'est un premier pas dans la notion d'édition, ouais. Donc là, je suis chez Terre Vivante, donc je vois un peu ce que c'est le monde de l'édition aussi, que je n'imaginais pas du tout. C'est pas une première production parce que je fais des chroniques, je fais des vidéos, j'écris mes scripts. Maintenant, quand je fais des vidéos, c'est pas totalement de l'impro, mais j'écris des scripts quand même. Donc je m'aperçois que de plus en plus, j'adore écrire. J'ai fait pas mal d'articles pour des magazines, des chroniques pour une radio chez moi. CFM, d'ailleurs, si vous voulez écouter, tapez CFM et chroniques plantes et histoire de plantes. Ça fait 7 ans que je fais des chroniques, donc partager, ça fait longtemps que j'aime le faire, mais un livre, non. J'en rêvais depuis longtemps et là, c'est chose faite. Ça y est. Okay. Ça marche. Merci beaucoup. Vraiment pas déçu de cette première expérience. C'était lourd, je m'attendais pas à autant de boulot. On m'aurait dit que c'était autant de boulot, je l'aurais peut-être pas fait de suite. Mais voilà, pas de. Ça t'a pris combien de temps pour le faire? Alors, juste l'écriture, juste le texte, j'aime bien lire mon livre, c'est un peu mon bébé. J'ai mis 9 mois à l'écrire. Et ensuite, j'ai mis encore 9 mois d'aller-retour avec la maison d'édition de correction, condensation et plus de travail sur les photos, les dessins, les tableaux, les graphiques, les annexes. Voilà. 18 mois. Un an et demi, 18 mois, ouais. Okay. Ça marche. En tout cas, merci beaucoup pour cette interview qui était hyper riche et hyper pédagogique aussi. Mais on retrouve, ceux qui connaissent les vidéos de Rémi, on retrouve cette pédagogie-là. Hein, donc, c'est ça, c'est moi, je fais pas semblant. Donc, merci beaucoup et avec plaisir. Merci beaucoup à toi. Allez sur la chaîne YouTube de Rémi.